Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. On attaque cette rentrée avec une nouvelle saison et une série qui se démarque un peu des épisodes que nous produisons habituellement. Pour cette saison, nous serons accompagnés par Élodie. Élodie, elle est infirmière et elle s'est expatriée pendant 3 ans au Canada pour exercer son métier. À son retour en France, elle est passée par notre studio de podcast pour nous raconter son expérience. Cette série est unique sur cette émission car, au-delà de nous raconter son expérience dans le domaine de la santé au Canada, notamment en tant qu'infirmière, Élodie nous fait également part de son vécu personnel. Elle nous parlera aussi des préparatifs pour son départ, de la logistique de cette parenthèse professionnelle de 3 ans, et enfin, elle nous donnera quelques conseils pour celles et ceux qui envisagent une aventure similaire. Cette série s'articulera en une 12aine de chapitres que nous publierons chaque lundi et chaque vendredi pendant quelques semaines. Voilà, on espère que le témoignage d'Élodie vous plaira autant qu'à nous lorsque nous l'avons recueilli. J'en profite pour remercier infiniment Élodie d'avoir accepté de se livrer au micro de notre podcast. N'hésitez pas à partager cette série autour de vous, à en parler, à mettre des étoiles et des cœurs sur vos applis de streaming. Ça nous fera super plaisir et ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Santé et Sécurité, le podcast. Alors salut, je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans, je suis infirmière depuis 2015. J'ai fait l'IFSI de Paris-Saint-Joseph donc de 2012 à 2015. Ensuite, j'ai commencé à Paris-Saint-Joseph, dans le 14e, sur le pôle de uro-gynéco, salle de naissance. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai travaillé sur le pôle uroplastie, gynécoplastie, sur 2 ans. Voilà. Sinon, je suis célibataire, j'ai quelques passions qui sont la photo, la natation. J'aime beaucoup me balader et voyager. Et donc, comme j'adore voyager, l'expatriation pour moi au Canada était comme une évidence. Alors l'idée de m'expatrier, au début, c'était pas forcément une envie qui était dans ma tête. J'ai regardé pendant mes années d'études d'infirmière si je pouvais faire un stage à l'étranger. Et en fait, le stage au Canada n'était pas reconnu. Donc, c'était juste un stage d'observation si j'y allais. Donc, j'ai mis cette idée de côté et je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de perdre un stage lors de mes 3 ans d'études. Donc, j'ai décidé de mettre cette idée de côté et d'y penser un peu plus tard. Et donc, j'ai fini mes études, j'ai pris mon premier poste. Et après, petit à petit, l'idée est revenue. J'ai découvert qu'il y avait une entente entre la France et le Québec. Donc, pas besoin de grosses démarches pour faire reconnaître mon diplôme. Et donc, comme ça, l'idée est venue petit à petit. Et en 2019, j'ai enfin décidé de me lancer. J'ai choisi pour mon premier poste le poste de polyvalente sur 3 pôles, car ça me permettait d'avoir une expérience sur 3 pôles différents en chirurgie et en salle de naissance assez intéressant. Et le fait de ne pas avoir de routine, d'avoir un planning qui change. Une semaine, je pouvais être sur un pôle, une autre semaine, je pouvais être en salle de naissance. J'ai beaucoup aimé la chirurgie pendant mes stages. Donc, tout ce qui est chirurgie gynéco et plastiste, j'ai adoré. Et urologie, c'était intéressant aussi. Salle de naissance, j'avais pas fait de stage en salle de naissance, donc c'était un point positif en plus. Et je devais 2 ans à l'hôpital Paris-Saint-Joseph parce qu'il m'avait financé mes études. Donc voilà, j'ai pris le poste qu'il me proposait.
Alors, pour la gynéco et la salle de naissance, j'ai découvert, ce service-là donc grâce à ce poste de polyvalente. Et donc, oui, j'ai beaucoup aimé le poste de salle de naissance et au Canada, en fait, quand j'ai commencé au Canada, j'étais sur le pôle plastie thoracique et quand j'ai appris qu'en salle de naissance, au Canada, on était comme sage-femme, je me suis dit: «Il faut absolument que j'aille bosser là-bas». Donc j'ai essayé de prendre un poste en salle de naissance et en effet, j'ai pu, prendre une place, en salle de naissance au Canada et c'était vraiment, super. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Donc au début, il existe un permis de vacances-travail, au Canada, en Australie, plusieurs pays le font. Donc j'ai décidé de m'inscrire, dessus en 2019 en me disant que, ça pouvait prendre en fait, des années des fois avant d'être sélectionnée. Donc voilà, je me suis inscrite et puis en me disant: «Bon, quand j'aurai l'acceptation, je verrai». Et puis finalement, en courant 2019, je vois un post passer sur Instagram de RSQ pardon, Recrutement Santé Québec. Donc Recrutement Santé Québec, c'est un groupe qui permet d'aller chercher des infirmières ailleurs, donc en France notamment, pour, le Canada. Donc, eux, ils font des entretiens. Donc je me suis inscrite sur ce site et le premier tour, j'ai été refusée. Pour l'entretien, ils avaient plus de place et ils faisaient encore un deuxième tour. Ils faisaient un deuxième tour pour le salon infirmier en 2019. Donc j'ai postulé pour ce deuxième tour pour avoir un entretien avec eux pendant ce salon infirmier et là, j'ai été prise. Donc en mai 2019, j'ai pu faire cet entretien-là. Donc l'entretien est assez, complet. Ils nous reçoivent donc généralement, c'est la directrice d'un des hôpitaux du Québec et une responsable de recrutement Santé Québec. Ils nous posent, plusieurs questions sur nos motivations, pourquoi le Canada, et ensuite, notre CV, notre expérience et après on a, 3-4 questions, pratico-pratiques sur, voilà, par exemple, vous êtes infirmière, vous avez un patient à préparer pour le bloc, qu'est-ce que vous vérifiez? Enfin voilà, des choses qui sont liées à notre CV, donc on connaît en fait. Ils m'ont posé quelques questions sur, la salle de naissance. Là, j'ai eu un petit problème à un moment parce qu'ils m'ont posé des questions sur la réanimation d'un nouveau-né. Sauf que nous, en salle de naissance en France, on s'occupe pas des nouveau-nés en fait. C'est rapidement la sage-femme qui prend le relais et après, l'auxiliaire et le pédiatre. Donc, je lui ai demandé gentiment, enfin je lui ai dit gentiment que, nous, on ne s'occupait pas de cette partie-là et en effet, après avoir travaillé au Canada, je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette question-là. Donc voilà, ça on raconte, enfin voilà, on raconte ce qu'on a à dire, nos motivations et cetera et ensuite, on sort. Donc on sort de la pièce et ensuite ils débattent entre eux. Donc nous, on ne sait pas, on attend et c'est long, ça paraît long et après ils reviennent, donc on rentre dans la salle et ils nous disent: «Bon, félicitations, vous êtes prise, pour, Montréal, pour tel, hôpital», parce que on peut regarder en avance, les hôpitaux qu'on veut et dire pourquoi on veut celui-là et cetera. Donc j'ai été pris au CHUM, au CHU de Montréal. Et un contrat, donc en PTT, permis, de travail, temporaire, donc pour 3 ans. Donc voilà, je suis ressortie de cet entretien avec un poste pour 3 ans au Canada. Alors que moi, honnêtement, je pensais juste, voilà, passer un peu l'entretien, sans trop, penser que j'allais le réussir. Vraiment dans ma tête, je me suis dit: «Bon, je le passe, ça me fait une première expérience et puis, je sais que je pourrais, le repasser, l'année prochaine» ou voilà et puis non, ça a marché du premier coup. Donc je suis sortie de là un peu perturbée. Santé et sécurité, le podcast.
Santé et sécurité, le podcast. Donc le recrutement, l'entretien, s'est passé avec RSQ à Paris, au salon des expositions à Porte de Versailles, lors du salon infirmier en mai 2019. Donc je suis sortie de là un peu perturbée et puis après, il faut lancer toutes les démarches donc alors, à ce moment-là, intérieurement, c'était un peu, les montagnes russes. J'étais très contente d'être prise pour 3 ans, mais en même temps, je pense que je ne réalisais pas tout ce que ça engendrait. J'avais mon appart, j'étais propriétaire, donc ça veut dire, le mettre en location, vider mon appart, préparer mon déménagement, l'annoncer à ma famille, parce que tout ça, je l'ai fait, sans rien dire à personne. Donc j'ai annoncé, le jour de la fête des mères que je partais au Canada. Ma mère était ravie. Et ensuite, après toute l'euphorie, de l'entretien, je me souviens un matin, m'être réveillée et je me suis dit: «Mais dans quoi je me suis embarquée?» Et j'ai cette image du hamster, en fait, qui est pris dans sa roue et qui est pris dans l'engrenage parce qu'il faut envoyer les papiers rapidement, faut répondre à tous les mails et en fait, on est pris dans l'engrenage, donc comme le hamster, dans sa roue et il y a plus de marche arrière, en fait et sur le moment, ça fait un peu peur. On se dit: «Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite?» Après ça faisait plusieurs années que, j'y pensais, que c'était dans ma tête, que je me renseignais. Donc j'ai suivi le flot. En fait, après, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai rempli mes papiers, j'ai fait les démarches et puis après j'ai attendu. Pour les démarches, ça a pris 8 mois. Donc les démarches sont assez, simples au final. Il faut aller sur l'ordre, québécois, infirmier québécois pour, demander un trousseau. Donc le trousseau, c'est un ensemble de papiers à remplir, à envoyer. Donc il faut envoyer, à tous ses employeurs. Donc moi, j'avais de la chance, j'ai eu qu'un seul employeur. Mais tous ceux qui ont fait, X années dans X hôpitaux, il faut recontacter tous les hôpitaux, même si on n'y travaille plus. Il faut envoyer un papier à l'ONI. On est obligé de s'inscrire à l'Ordre national infirmier pour l'expatriation, même si normalement c'est obligatoire, pour tout le monde maintenant. Et envoyer aussi un courrier à l'IFSI. Donc en fait, tous ces gens-là doivent renvoyer le papier, rempli et après nous, on envoie tout ça, au Québec. Parce que donc en mai 2019, j'étais prise. Donc on envoie les papiers, juin, juillet, août. Et puis après, d'août jusqu'à février, il ne se passe plus rien. On n'a pas de nouvelles, on ne reçoit pas de mail, on sait que tout travaille du côté du Canada. Et puis un jour, en janvier, fin janvier, début février, on reçoit la lettre qui dit, bon, félicitations, vous pouvez venir au Canada. Donc ça nous rappelle que oui, c'est bon, il faut partir. Parce que pendant donc de août à janvier, on vit nos vies, on n'y pense plus trop, ça part un peu de notre tête. Et quand on reçoit cette lettre, ça y est, c'est reparti, il faut quitter l'appart, tout vendre, tout mettre en carton. Et puis, du coup, donc ça nous amène à février 2020. Et puis, je vous apprends pas qu'en mars 2020, il y a Monsieur Covid qui s'est invité dans l'équation. Et en fait, je devais partir fin mars. Mi-mars, j'ai démissionné. Et le jour de ma démission, Justin Trudeau, donc le Premier ministre du Canada, annonce qu'il ferme les frontières et que si on n'a pas de permis de travail, on ne peut pas venir.
moi, j'avais prévu de faire mon permis de travail à la douane, à l'aéroport. À l'époque, c'était possible. Et en fait, on est bloqué. Donc, je rappelle mon employeur en me disant, je rappelle mon employeur en disant que il faut me reprendre, que je peux plus partir. Et je lance mes démarches pour faire mon permis de travail en ligne. À l'époque, ça prenait 6 mois. Donc, je me suis dit, bon, c'est mort. Enfin, je ne suis pas partie avant l'été au moins. Et en 3 jours, j'ai déposé le 11 avril et le 15, j'ai eu mon permis de travail. Donc finalement, merci le Covid, vu qu'il y avait plus de demandes en ligne, je pense que le mien est passé assez rapidement. En tant qu'infirmière aussi, je pense qu'ils avaient besoin avec le Covid, donc ils voulaient que j'arrive rapidement. Et en fait, je me suis dit, oh, le Covid, ça va se calmer, j'attends que ça passe, puis j'arriverai un peu plus tard. Donc je prévois mon départ pour juillet 2020, pardon, juillet 2020. Et donc, je vis le confinement comme tout le monde, en allant travailler, bien sûr, parce que je suis infirmière, donc on a été travailler. Et donc, on a été travailler. Et ensuite, je prépare tout pour partir en juillet. Le 19 juillet, donc pareil, aéroport un peu fermé, donc les au revoir un peu difficiles avec la famille, où ils doivent me laisser un peu au dernier spot. Et puis, je pars. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Alors, pour préparer mon départ, c'était assez particulier. Ce qui me saute aux yeux là tout de suite, c'est mes valises. Je me suis tellement pris la tête sur mes valises, parce qu'en fait, toute sa vie doit rentrer en 3 valises, plus une petite valise cabine. Donc, il faut faire vraiment du tri. À la base, je devais partir en mars. Donc, en fait, moi, toutes mes valises, je les avais faites pour avoir des vêtements d'hiver dans mes valises. J'avais laissé mes vêtements d'été en me disant que ma famille pourrait me les ramener en venant me voir. Sauf que, en fait, tout a changé. Les frontières étaient fermées, donc je savais que ma famille ne pourrait pas venir. Et finalement, je suis partie en juillet. Donc, j'ai dû refaire toutes mes valises pour prendre que des vêtements d'été et quelques vêtements d'hiver, bien sûr. Mais bref, ça a été une grosse prise de tête. Et puis, émotionnellement parlant, on enchaînait les sorties avec les amis. Donc, une vie sociale hyper active. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. Donc, on fait plein de sorties, des restos, des expos. Et en fait, on se dit, mais pourquoi je vais partir? Enfin, j'ai une super vie ici, des super amis. Et vraiment, on se pose vraiment la question. Avant de partir, je me suis vraiment demandé si c'était vraiment une bonne idée. Et puis, de toute façon, la machine est lancée, donc on ne peut pas faire machine arrière. Donc, voilà. Alors, pour ma démission, au niveau de l'hôpital, j'ai attendu d'avoir ma lettre d'acceptation. Donc ma lettre d'acceptation, je l'ai reçue vers janvier et après j'avais 2 mois de préavis. Donc en janvier, j'ai donné ma démission donc pour mars et en mars, quand je me suis rendu compte que je pouvais pas partir, j'ai rappelé mon employeur et ils m'ont mis en tant que vacataire. Donc je pouvais revenir en fait en tant que vacataire sur l'hôpital. Comme c'était le Covid, il y a eu aucun problème. Et donc, j'ai pu travailler, continuer à travailler comme ça. Je faisais aussi des vacations sur un autre hôpital, la clinique d'Antony. Donc, voilà, j'avais du travail pendant cette période.
arrive rapidement au 19 juillet et le 19 juillet, c'était particulier. J'avais hâte. En même temps, j'étais inquiète. J'avais déjà trouvé mon appartement pour y vivre et il y avait une période de quarantaine. Donc, j'avais trouvé aussi mon Airbnb pour 14 jours de quarantaine à mon arrivée. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Alors, pour l'appartement au Canada, c'est assez particulier. Là-bas, ils marchent beaucoup avec Marketplace de Facebook. Et en fait, donc il faut répondre aux annonces. On répond aux annonces. Et le problème, c'est que quand on n'est pas sur place, c'est difficile. Les gens, ils veulent pas trop nous faire confiance. Ensuite, ce qui m'a un peu sauvée, je pense, c'est le Covid. Parce que le Covid, les gens faisaient beaucoup de visites en visio. Et donc, j'ai pu faire une visite en visio avec un couple de propriétaires. Au début, ils m'ont répondu, ils m'ont dit oh on a des visites aujourd'hui. Si jamais ça donne rien, on vous fait visiter. Sauf qu'on m'avait déjà dit ça plusieurs fois et les apparts partent très très vite. Donc, je savais qu'ils me passeraient sous le nez. Donc là, je me suis vendue. J'ai envoyé un message, j'ai dit écoutez, je suis seule, célibataire, je fume pas, je fais pas la fête. Je suis infirmière en plein Covid, donc vous inquiétez pas, j'ai un emploi, je vais bien gagner ma vie. Et donc là, elle me répond et elle me dit ok, j'annule toutes les visites, je vous fais visiter et si ça vous plaît, il est à vous. Donc là, j'ai eu un sacré coup de chance. Donc voilà, c'est un petit couple très gentil. Lui avait été expatrié en Allemagne aussi, donc je pense que ça a aidé. Le côté, on sait ce que c'est l'expatriation, de trouver un logement, etc. Donc je pense que ça a pesé dans la balance aussi. Alors, avant l'expatriation, je ne connaissais pas le Canada. C'est vrai que certains partent en vacances avant de se décider. Moi, ce qui m'a motivée, c'est la neige. En fait, j'ai toujours aimé la neige et je me suis toujours dit que ça serait super cool de vivre dans un pays où il y a de la neige tout l'hiver. Donc voilà, j'ai choisi le Canada. En plus, ça parlait français, surtout au Québec. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc non, je connaissais rien. J'avais une collègue infirmière, Lorraine, qui vivait déjà là-bas. Donc elle a pu m'aider pour les quartiers, pour pas que je me retrouve dans un quartier pas sécuritaire ou un peu en retrait. Donc elle m'a bien aidée pour ça. Et puis elle devait m'héberger normalement à mon arrivée. Mais avec le Covid, il y a une période de quarantaine qui est obligatoire, donc ça n'a pas pu se faire. Alors, pour trouver l'appartement et puis faire mes démarches administratives, j'ai beaucoup été sur les forums d'expatriés qui nous listent un peu les choses à faire et à prévoir. Donc, en effet, déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une entente entre la sécurité sociale québécoise et française. Donc, il suffit de demander un questionnaire à la CPAM pour pouvoir être assuré par la RAMQ.
donc la sécurité sociale entre guillemets du Québec. Donc ça, c'était une démarche à faire. Ensuite, pour les appartements, là-bas, c'est très simple. On n'a pas besoin de fiches de salaire, de fiches d'impôt, rien. Ça marche à la cote de crédit. Donc, quand on a notre carte de crédit canadienne, si on paye bien, en fait, on a une bonne note sur notre compte. Et les gens, en fait, les propriétaires demandent cette cote de crédit pour savoir si on paye bien nos factures, si on est sérieuse là-dessus. Et comme moi, j'arrivais, je n'ai pas cette cote de crédit. Donc, en fait, j'ai juste eu à donner mon contrat de travail, prouver que j'ai un travail, et puis on m'a prise. Là-bas, il y a vraiment pas de grosses démarches à faire pour les appartements. L'autre démarche, c'était le NAS. Donc, c'est un numéro d'assuré social qui, ça, est valable pour tout le monde. C'est pas forcément lié à la sécurité sociale, c'est juste un numéro qui nous... C'est un numéro qui est notre identifiant en fait au Canada. Il nous permet d'être reconnu par le gouvernement canadien et c'est quelque chose qu'on doit garder bien précieusement car souvent c'est ça qui peut être utilisé pour usurper notre identité. Donc ça, c'est un papier à aller faire dans un des bureaux du gouvernement canadien. Donc on prend rendez-vous et on l'a assez rapidement. Donc voilà les 3 démarches principales pour vivre au Canada. Alors, j'ai pas eu de difficultés majeures pour les démarches globales pour le Canada. Ça se fait assez bien. On a rapidement du monde au téléphone. La RAMQ, donc on envoie notre questionnaire qu'on a récupéré à la CPM, on l'envoie par courrier et ensuite on reçoit à notre adresse le courrier de la RAMQ, donc du coup au Québec, pour nous dire voilà, qu'on est bien rattaché et qu'on va recevoir notre carte d'assuré social dans quelques jours. Ensuite, le NAS, c'est un rendez-vous, on l'a le jour même, on a notre feuille avec notre numéro. Et ensuite, on peut ouvrir notre compte en banque. Pareil, très simple aussi, pas de difficulté majeure. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Pour mon arrivée au Québec, donc j'ai pu arriver donc le 19 juillet. Et là, je sors de l'aéroport. C'est une amie Lorraine, justement, qui vient me chercher. Et là, le premier truc qui me choque, c'est la chaleur. Pour moi, le Canada rime avec froid. Et donc, j'arrive en plein mois de juillet. Et il fait ressenti 40 degrés, hyper humide. Je ne sais pas si certains ont déjà été aux Antilles, mais cette chape de plomb qui nous tombe sur la tête quand on sort, c'était impressionnant. Et donc là, mon amie me dépose dans mon Airbnb pour 14 jours, donc où j'ai pas le droit de sortir, pour en prévention du Covid. Et donc là, 14 jours très longs, dans un petit Airbnb où il fait très chaud. Il y avait juste un petit ventilateur qui faisait un bruit de moteur d'avion et un petit balcon. Donc en fait, j'ai admiré, pendant les 14 premiers jours, j'ai admiré Montréal de mon balcon. Je me souviens, le premier soir, c'était un coucher de soleil, mais de fou. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment beau, j'adore.
Et puis c'était les petites maisons, les petits immeubles de 3 étages qui étaient partout et puis on voit les gens, marcher, rire et cetera. Donc l'ambiance était vraiment bonne en bas de mon balcon. Et puis voilà, donc je passe 14 jours à faire, mes démarches. Ensuite, on reçoit aussi notre affectation, dans notre service, au CHUM. Parce qu'il faut savoir qu'on fait 3 choix, heu, de service et on le sait qu'au dernier moment quel service a été sélectionné pour nous. Donc ensuite, une fois que le service est sélectionné, on a des cours et des formations à faire. Donc ces 14 jours-là m'ont permis de faire ces formations-là. J'ai acheté aussi, sur le marketplace, des casseroles, des choses, que les gens me ramenaient vu que moi je pouvais pas quitter mon appartement. Donc j'ai commencé à acheter des choses comme ça et après au bout de 14 jours, je suis allée dans mon appartement définitif où j'ai pu m'installer. L'installation a été très difficile parce que, pendant le covid, la livraison des meubles était très longue. Donc j'ai passé presque, un mois avec juste une chaise, de camping, dans mon salon. Et heureusement, les anciens, locataires m'avaient laissé leur lit. Donc par contre, le lit des années 50 là, un truc mais horrible. Donc ça, je l'ai vite vendu et puis j'ai vite racheté mon lit. Donc j'avais mon lit, une chaise de jardin dans le salon et c'est tout. Voilà, pendant un mois. Parce que les livraisons de canapés, même Ikea, tout était, en rupture de stock. Tout mettait, 1 mois, 2 mois à venir. Donc j'ai un peu pris ce qui était disponible sans trop, faire attention à mes goûts, à ce que j'avais envie comme déco. Parce que, faut juste se meubler et prendre ce qu'il y a, à disposition. Donc non, l'aménagement a été un peu, difficile. Pour la petite histoire aussi, les propriétaires faisaient des travaux, en haut et un matin, je me retrouve avec, le plafond bah, complètement, détruit et en fait, tout était tombé sur ma chaise de jardin. Donc en fait, le monsieur des travaux en haut était passé à travers le plafond et est arrivé dans mon appartement. Donc je fais: «Ah bon, bah, super l'arrivée, bon tout va bien, tout le monde va bien, hein». Il y a eu plus de peur que de mal. Mais ouais, non, je me suis dit: «Oh là là, mais dans quel appartement je me suis fourrée encore?» Mais après ça a été. Ensuite, ça a bien pris 2 mois avant d'être bien dans mon appart. Alors, du point de vue, relationnel avec, les Québécois, c'est vrai que j'ai pas eu d'interaction tout de suite avec eux parce que, forcément 14 jours de quarantaine. Je voyais juste, les gens qui me ramenaient, les choses que j'avais achetées sur le marketplace. Très gentils, très souriants, très aidants si j'avais besoin de quelque chose. Et ensuite, je suis tombée sur mes propriétaires, très gentils aussi, super aidants. Franchement, je les remercie. Ils m'ont vraiment beaucoup aidée. Ils m'ont prêté beaucoup de choses au début. Ça a vraiment été des amours sur ce début de vie là-bas. Et ma première interaction, ça a été au travail, car j'ai eu ma première journée d'intégration, il me semble, le 28 août, il me semble. Et là-bas, en fait, on a toute une cohorte de Français qui commence en même temps. Donc, on a pu, lier contact entre nous et vivre, voilà, vivre un peu notre vie, tous ensemble. Donc on allait, dans un bar après les réunions et je me suis liée d'amitié avec, une Française. C'est vrai que globalement, dans toute mon expérience, des 3 ans, je me suis pas vraiment liée avec les Québécois. C'est très difficile, en fait, ils sont très gentils, très accessibles, très aidants. Mais c'est difficile, je trouve, de passer la barrière, personnelle, de sortir dehors avec eux, d'aller chez eux, d'être invité et cetera. Certains, ça se passe bien, mais souvent c'est assez bloqué avec les Québécois. Donc j'avoue que je suis pas mal restée avec, des Français expatriés, au Canada.
Oui, en effet, il y a beaucoup de Français au Canada. Moi, j'expliquerais ça par le fait que alors c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a beaucoup de pubs pour, faire venir les Français au Canada en disant: ben voilà, forcément, on est mieux payé, ils recrutent, recrutement massif, venez, on vous attend» et donc les gens, se laissent tenter par ça. Et en effet, donc oui, on peut être mieux payé. Il y a le côté nature aussi pour ceux qui aiment et le côté sécuritaire. Le Canada quand même est connu pour, un climat, de sécurité assez, important. Pour vous dire, on peut, se balader, en mini-jupe, gros décolleté à 2-3 heures du matin. Personnellement, je connais personne qui s'est déjà fait embêter, au Canada et pareil, on est vraiment, il y a les enfants aussi. Les enfants pour la sécurité, scolaire, les sorties scolaires, tout ça, c'est très encadré. Tout le la ville, fait tout pour les enfants. Par exemple, on a des grosses aires de jeux qui sont mis, à disposition l'été pour faire, plaisir aux enfants. Des jeux d'eau, des piscines, des centres, hem Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Alors donc pour les démarches, pour faire reconnaître mon diplôme au Québec, c'est, lié au trousseau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le trousseau, c'est sur le site de l'Ordre infirmier québécois. Donc il faut déjà avoir 2 ans minimum d'expérience en France et le diplôme peut être reconnu, en tant qu'infirmière clinicienne. Donc il y a différents stades d'infirmière, au Québec. Il y a l'infirmière, heu, de bac où, où elle est infirmière, mais il y a pas ce côté clinicienne. Nous, avec notre diplôme, on est directement infirmière clinicienne, donc ça permet d'être mieux payé au niveau des hôpitaux. Donc c'est un vrai plus. Donc pour les démarches, québécois, donc pour le diplôme, il faut donc déjà minimum 2 ans d'expérience en France et pour faire reconnaître ces heures, il faut envoyer, à tous nos employeurs un papier à faire remplir pour justifier de nos 2 ans d'expérience, voire plus si, il y a plus. Et ensuite, le côté un peu plus compliqué, c'est de pouvoir recontacter l'IFSI pour, pareil, qu'eux nous remplissent, leurs papiers comme quoi on a bien eu notre diplôme et ensuite l'ONI, comme quoi on est bien inscrit, à l'ordre infirmier, français. Donc ensuite il faut payer 700 il me semble ou 800 pour faire, ces démarches-là, donc envoyer tous ces papiers-là et avoir une reconnaissance, de diplôme et ensuite on reçoit un permis temporaire de l'Ordre infirmier québécois qui permet, donc de pouvoir exercer, au Québec. Ensuite, on a un stage de 75 jours quand on arrive au Canada. Un stage de 75 jours pour, valider en fait notre permis temporaire et avoir le permis, définitif de l'ordre. Donc ça, hein, le stage de 75 jours, c'est assez basique. On a déjà notre intégration de base, comme un service classique, donc on est doublé pendant une certaine période et ensuite on travaille, normalement et au bout de 75 jours, là, ils nous emmènent dans un bureau avec, la chef de service et la conseillère en soins infirmiers
et on valide un portfolio avec tous les items qu'on doit remplir, valider. Ils envoient ça à l'ordre et si tout est correct, on a notre permis définitif. Et ensuite, l'ordre infirmier québécois, il est payant, 400 dollars par an, voilà, pour exercer. Alors les premières formations qu'il y a à faire, c'est surtout des formations assez basiques sur le matériel. Par exemple, la formation pour avoir notre validation pour les appareils à glycémie, les appareils pour la Q-Dose. Donc la Q-Dose, c'est une sorte de grosse machine qu'on ouvre avec notre empreinte pour récupérer les médicaments. Donc ça, on a une petite formation dessus. On a une formation, bien sûr, comme c'était le Covid, on a une formation sur l'habillage et le déshabillage sécuritaire pour les tenues de protection. Et ensuite, en formation, on avait une formation sur le service. Donc moi, j'étais en chirurgie thoracique plastie, donc tout ce qui est reconstruction mammaire après cancer du sein et réimplantation digitale. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui se coupent les doigts avec les scies à bois et autres machines. Donc c'était un service assez plein, donc avec beaucoup de protocoles. Donc tout ça, c'est des formations qui nous donnent avant de commencer. Alors les formations sont quand même accessibles. C'est surtout par exemple pour les formations sur les appareils. On a des petites photos, des petites vidéos, des petits textes. Et puis de temps en temps, on a une ou deux questions qui pop comme ça sur la formation. Mais toutes les réponses sont dans les slides qui viennent de passer. Donc c'est assez basique. Généralement, en plus, si jamais on n'a pas le score qu'il faut, on peut le repasser autant de fois qu'on veut. Donc c'est vraiment simple. Et la formation sur le service, ça c'est un PowerPoint que voilà, c'est toi qui décides si tu veux l'apprendre ou si tu t'en fiches et que tu verras sur place. Ça c'est toi et ta conscience après de ce que tu as envie d'en faire. Mais sinon voilà, c'est assez basique comme formation. Super intéressant, mais assez simple. Il n'y a pas de difficulté majeure. Alors le stage de 75 jours pour la reconnaissance du diplôme, c'est un stage donc, qui englobe tout. Donc en fait, notre arrivée, donc, il y a notre période de doublage avec une infirmière qui nous permet d'apprendre la pratique au Canada. En soi, il n'y a pas grand changement. Là-bas, ce qu'ils font majoritairement, c'est ce qui peut différer surtout, c'est l'examen clinique du patient. Donc par exemple, on fait les auscultations pulmonaires, cardiaques et abdos. Donc c'est pour ça qu'on a moins de patients. On a environ, si on est toute seule, on a 5 à 6 patients. Et par contre, si on est en binôme avec notre infirmière auxiliaire, donc les infirmières auxiliaires là-bas, c'est une infirmière qui peut faire tout comme nous, sauf les IV. Ils peuvent pas mettre d'antibiotiques IV, de produits IV, de solutés. Ils peuvent poser les perfusions, enfin poser les cathéters veineux, mais pas les IV. Voilà, c'est la seule différence entre les infirmières auxiliaires et les infirmières cliniciennes. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est que elles font le tour du matin, donc des médicaments, etc. Et puis nous, on fait l'examen clinique, donc vraiment, voilà, l'examen pulmonaire, l'examen abdos. Ensuite, on regarde les pansements, on regarde tout, en fait, vraiment le patient, car il faut tout réécrire après sur nos fiches de transmission, parce que oui, tout est à l'écrit là-bas, encore. Donc, on a encore des classeurs avec des feuilles à remplir et toutes les transmissions à faire à l'écrit. Donc, finalement, au début, c'était assez perturbant parce que j'ai l'habitude d'avoir 12 à 15 patients et je m'en sortais bien. Et là, d'avoir 6 patients, je m'en sortais plus. Et au début, c'était assez difficile de me dire, mais je comprends pas pourquoi à 5 patients, j'y arrive pas, alors que 15 patients, ça roule tout seul. Mais en fait, on a vraiment un gros travail de secrétariat, j'ai envie de dire.
Par exemple, les médecins font leurs ordonnances à l'écrit et en fait, on doit les recopier sur, notre FEM. Donc le FEM, c'est une fiche médicale, en fait, où il y a tous les médicaments, notre ordonnance un peu, mais qu'on met dans le classeur, du patient. Donc voilà, c'est les petites différences, qui peuvent être un peu particulières au début. Donc ça, c'est l'adaptation, donc on est doublé. Ensuite, donc ça, c'est environ 3 semaines. Et ensuite, on a la période où on travaille nous toutes seules. Bien sûr, il y a toujours, des collègues qui sont là parce que comme on a, une infirmière pour 5 patients, souvent il y a au moins 5-6 infirmières par quart de travail. Donc on est vraiment beaucoup, on a toujours de l'aide, toujours, des possibilités d'être aidé. Et donc finalement, voilà, les 75 jours se passent, assez rapidement. C'est 75 jours travaillés, donc globalement, ça prend environ 3 mois, si je ne me trompe pas, avant de pouvoir avoir ces 75 jours de fait et de pouvoir avoir validé son permis. Santé et sécurité, le podcast. 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 Alors, donc au début, donc j'ai commencé en chirurgie thoracique plastie, donc réimplantation et reconstruction mammaire. Heu, donc j'ai commencé dans ce service-là car au début, il se base sur, le CV. Comme j'avais déjà travaillé en plastie, ça les intéressait d'avoir mon profil et en plus, moi, je me sentais rassurée d'aller travailler dans un service que je connaissais un minimum au niveau des pathologies. Donc ça a duré environ, 1 an et demi. Et en discutant avec des collègues, je me suis renseignée un petit peu sur le métier de salle de naissance, enfin en salle de naissance et je me suis rendu compte en fait là-bas qu'on était pratiquement sage-femme. Donc on fait presque tout comme les sages-femmes. On surveille les moniteurs bébés, on surveille la maman, on peut faire les examens, vaginaux pour, vérifier l'ouverture du col. Ça, c'est globalement les gynécos qui le font, mais on peut être amené à le faire et on fait pousser, la mère jusqu'à temps que la tête soit visible et ensuite on appelle le gynéco au dernier moment. Donc on a vraiment ce travail, de suivi, d'écoute. On est formé à soulager la patiente, à faire des exercices de soulagement avec elle. On est vraiment là pour elle, donc j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit: «Il faut absolument que j'y aille» et pour la petite histoire, en fait, j'ai eu de la chance, en fait, les postes sont affichés à certaines dates fixes et là, en y allant régulièrement,
comme je connaissais pas les dates, fixes, j'y allais de temps en temps. Je suis tombée sur un affichage un peu à je sais toujours pas ce qui s'est passé, mais un peu inopiné. C'est un affichage avec juste quelques postes, alors que d'habitude, il y en a, une vingtaine. Et là, il y avait un poste pour, plusieurs postes, même pour la salle de naissance. Donc, je pense que vu que c'était en dehors des périodes, il y a eu très peu de demandes. Parce que ce qu'il faut savoir au Canada, c'est que l'ancienneté prime sur tout. Donc, si, moi qui venais d'arriver, j'avais à peine 1 an d'expérience, je savais que les postes n'étaient pas pour moi s'il y avait, 20 personnes devant moi. Et on me dit: «Mais si, postule quand même s'il y en a 10». Souvent, les gens annulent ou prennent pas le poste et en fait, ils appellent au fur et à mesure les personnes qui suivent et donc bon, bah, je me dis: «Je postule» et j'ai été prise. J'ai été appelée quelques mois après, je m'y attendais plus. J'ai été appelée quelques mois après en me disant: «Bah, si vous voulez, le poste en salle de naissance est disponible, vous pouvez y aller». Donc là, trop contente, donc je me dis: «Bah, oui, oui, bien sûr, j'y vais». Le seul petit inconvénient, c'est que c'était un poste, de rotation entre jour et nuit. Moi, je déteste la nuit. J'avais fait un stage de nuit, ça s'était pas très bien passé, je j'ai pas du tout un rythme de nuit, c'est vraiment difficile. Donc voilà, c'était le petit sacrifice que je me suis dit que j'allais faire pour avoir une chance d'arriver à prendre ce poste. Donc voilà, je suis arrivée. On a environ 2 semaines de formation. Donc ça, c'est des formations très complètes parce que c'est beaucoup plus complète que la chirurgie thoracique, et plastie. Parce que, il faut apprendre toute la physiologie, de l'accouchement, de la maman, des protocoles, des surveillances et tout au long de mes 1 an et demi du coup de salle de naissance, j'ai pu avoir des formations en e-learning aussi. Donc, des choses à lire, des recherches à faire. Ils sont très complets sur ce service-là. Pour les différences de langage avec, la France et le Canada, il n'y a pas eu de choses, trop, étonnantes. L'accent finalement, on s'y fait. Ce qui est le plus difficile, c'est les accents surtout du nord, du Québec. C'est un peu comme nous, avec, les ch'tis ici. Chaque région a son accent. Donc, à Montréal, c'était, franchement simple. J'ai pas eu de gros soucis. C'est juste que, bah, voilà, c'est sûr qu'ils utilisent certains mots, heu, différemment de nous. Par exemple, le dîner, c'est le repas du midi, le petit déjeuner, c'est le déjeuner. Enfin voilà, il y a plusieurs, petites choses qui changent. À Montréal, en tout cas, j'ai pas eu de gros soucis majeurs de différence au niveau du langage. Il y a eu juste à l'hôpital 2 petites choses qui ont pu poser problème. Un patient qui me dit, «Oh j'ai mal comme à la gorge, j'ai une angine». Donc je lui dis, «Oh bah OK, vous avez été intubé, des fois ça arrive d'avoir mal à la gorge, et cetera». Donc je m'inquiète pas plus que ça, il allait très bien le patient. Il me fait: «Ah mais quand même, j'ai mal ici», en me montrant, la gorge. Je fais: «OK», bon bah, je lui donne, la petite comprimé d'isopaïne pour la gorge et cetera et le lendemain, je me fais convoquer dans le bureau, par, ma chef et elle me dit: «Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient? Apparemment, il s'est plaint d'avoir une angine et puis vous avez rien fait, vous avez pas averti». Et là, je la regarde, j'ai fait: «Bah, c'est une angine, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Enfin, il a mal à la gorge, ça arrive». Et en fait, non, eux, angine, ils connaissent pas, en fait, le mot angine pour, le mal de gorge. Eux, s'ils disent angine, c'est angine de poitrine et donc problème cardiaque. Donc il aurait fallu en effet que, j'avise le médecin, que je fasse un ECG, enfin voilà, que je lance, des bilans particuliers. Donc je me suis retrouvée un peu bête et heureusement le patient allait bien et tout allait bien. Mais c'est vrai que là, ça nous refroidit un peu. On se dit qu'en fait, on peut facilement passer à côté de choses importantes à cause des différences de langage. Il y a une autre chose aussi un peu plus drôle, une vieille dame qui arrive et qui me dit: «Oui, j'ai le feu aux fesses ce matin». Je fais: «OK», donc nous, en France, bon, bah, le feu aux fesses, on le connaît tous. Donc je la regarde, une petite dame de 80 ans, je fais: «Bon, je comprends pas trop»
Et donc, je lui dis et donc je sens qu'il y a une différence là aussi. Là, je me suis déjà fait avoir avec l'angine. Je me dis: «Bon», je fais: «Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, vous avez le feu aux fesses?» «Ah, je suis énervée, ça va pas», je fais: «OK». Donc je comprends que, c'est plus du côté énervé. Donc, je ressors, je vais voir mes collègues, je dis: «Pour vous, ça veut dire quoi avoir le feu aux fesses?» Et elle me fait: «Oh bah, c'est être très énervé, que ça va pas du tout et cetera». Donc, je rigole et là, il me demande: «Pourquoi, toi, ça veut dire quoi, pour vous et tout?» Je fais: «Ah bah, nous, c'est plus du côté, plus, sexuel qu'autre chose». Et donc là, tout le monde a rigolé et tout le monde était mort de rire. C'est principalement les 2 petites anecdotes qu'il y a eu avec les différences de langage. Après voilà, des fois on rigole parce qu'il y a certains Québécois qui nous disent des choses, par exemple: «Ah bah, tire-toi une bûche et viens». Et ben, en gros, c'est, prends ta chaise, enfin, ouais, en gros, tire ta bûche pour t'asseoir dessus, mais c'est plutôt, voilà, prends ta chaise et viens t'asseoir. Donc c'est des voilà, des petites, différences où, bah, on leur demande, on leur dit: «Attends, ça veut dire quoi, ça?» Et puis ça se passe bien. C'est comme, foufoune, bah, c'est les fesses, les la culotte, c'est bobette. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui changent. Donc c'est vrai que quand une patiente nous dise: «Oh, donne-moi mes bobettes», tu la regardes un peu, les yeux dans le vague en mode, «Je ne sais pas ce que c'est une bobette». Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Alors pour parler des différences, entre la France et le Québec pour, le travail en salle de naissance, en France, l'infirmière est auprès de la sage-femme. Donc, si elle a besoin d'une prise de sang, c'est nous qui le faisons. Si elle a besoin de poser des intraveineux, c'est nous qui le faisons. Ensuite, si elle a besoin d'aide, bah, c'est nous qui sommes là et on est là aussi au dernier moment pour l'accouchement, pour faire comme la coach. Donc, la sage-femme est en train de faire accoucher la patiente et nous, on est plus au niveau du ventre ou de la tête de la maman pour lui dire, de pousser, de respirer, de prendre des forces. Voilà, on la coach, en fait. Ça, c'est en France. Ensuite, au Québec, donc c'est plus nous qui sommes la sage-femme. Les sages-femmes n'existent pas dans les milieux hospitaliers. Les sages-femmes sont dans les maisons de naissance, car au Canada, les maisons de naissance sont très réputées et acceptées. Et beaucoup de personnes, si la grossesse va bien, beaucoup de personnes accouchent dans les maisons de naissance avec les sages-femmes. Donc les maisons de naissance, c'est, comme un centre de santé, donc voilà, on va dire une grande maison avec différentes chambres et plus naturelle. Donc il y a les bains, il y a un lit, on a l'impression d'être à la maison, en fait. C'est comme si, ils avaient reconstitué plusieurs chambres, de maison et les patientes peuvent accoucher, dans ces chambres-là. Je connais pas plus parce que je n'y ai pas travaillé, mais voilà, c'est ça qu'on m'y a dit. Et l'autre particularité, c'est que les sages-femmes, si jamais ça va pas, peuvent nous appeler et finir l'accouchement à l'hôpital.
Si jamais ils ont un doute, elles peuvent faire venir pardon, les mamans et prendre une de nos chambres à l'hôpital. Mais par contre, c'est elles qui font l'accouchement. Nous, on s'en occupe pas. Voilà, elles prennent juste une chambre, comme ça, si jamais le bébé sort pas ou s'ils ont besoin d'un gynécologue, le gynécologue est là et lui, par contre, peut venir dans la chambre de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment une sécurité qui est vraiment chouette. Et ensuite, pareil, si jamais la patiente, au dernier moment, parce que bien sûr, en maison de naissance, c'est que du naturel. Donc si jamais au dernier moment, la maman veut une épidurale, dans ce cas-là, la sage-femme fait le transfert dans un hôpital et on prend le relais. Là, par contre, on prend le relais. La sage-femme s'en va et c'est nous qui reprenons en charge la patiente. Donc ça, c'est pour le Canada et les maisons de naissance. Donc au Canada, à l'hôpital, donc on est nous, infirmières, au chevet de la patiente. Donc on suit le cœur de bébé, on suit des protocoles pour bien suivre le travail de la maman. Toutes les 30 minutes, on doit aller faire une surveillance du cœur et voir bien sûr comment se porte la maman. On doit les soulager aussi au niveau de la douleur. On a des bains qui sont à disposition, on a des ballons, on est formé à faire des massages, des points de pression c'est les points de Bonaparte, pour faire des points de pression au niveau du dos et puis différents endroits du corps. On inclut aussi le papa dans ce travail-là. Et donc ça, voilà, tout ça, c'est une prise en charge globale en salle de naissance. Et puis ensuite, dès que la maman est dilatée à 10 et qu'on peut commencer l'accouchement, c'est nous qui nous installons pour la faire pousser. Donc là-bas, ils sont très pro accouchement autre que position gynécologique. Donc on fait pousser la maman à droite, à gauche, sur le côté, en position squat, à quatre pattes, un peu sur le dos bien sûr. Et après, une fois que bébé est presque là, on appelle le gynécologue pour que le gynécologue et l'interne, s'il est là, puissent faire sortir le bébé. Donc ça, c'est ouais, les choses qui sont intéressantes comme différence, parce qu'on est vraiment acteur en fait de l'accouchement par rapport à en France où c'est la sage-femme qui fait tout et puis nous là, on est juste un peu en mode coach au niveau de la tête. Et ensuite, on a une formation néonatale aussi pour la naissance. Si jamais bébé va pas bien, on est formé à pouvoir le réanimer sur la table de réanimation qui est juste à côté. Dans chaque chambre, on en a une. Et donc voilà, on est formé à, à mettre les masques respiratoires, à faire les premiers gestes, à mettre toutes les surveillances en place. Et on est formé aussi, c'est super intéressant, on est formé à toutes les pratiques médicales. Par exemple, voilà, si j'ai besoin, je serai intubée. On n'a pas le droit, mais on sait le matériel qu'il faut préparer, on sait comment faire. Ils nous apprennent vraiment tout comme si on était médecin. Et pareil pour les accouchements. C'est assez intéressant. On est formé aussi lors des ateliers de simulation, on est formé avec des médecins et des infirmières pour pallier en fait à toutes les techniques qui peut y avoir lieu pendant les accouchements. Par exemple, une dystocie d'épaule, c'est le gynéco qui doit gérer. Mais nous, on est formé à connaître toutes les techniques pour faire sortir le bébé. Parce que on n'est jamais à l'abri qu'un médecin panique ou qu'on ait un interne où le gynécologue n'est pas là ou un jeune gynéco. Et donc, en fait, nous, on peut, comme on connaît les étapes, on peut calmement leur dire, là, par exemple, vous avez oublié de faire le sondage urinaire ou ça serait le moment de faire l'épisio ou ça serait le moment de tourner la patiente pour faire la prochaine manœuvre. Et en fait, c'est vraiment un travail d'équipe qui est assez impressionnant. Pareil pour l'hémorragie de la délivrance. Pareil, on est formé à tout ce qu'ils peuvent faire. Comme ça, nous, on peut leur proposer. Est-ce que vous voulez de l'Emabate? Est-ce que vous voulez tel médicament? Est-ce que vous voulez que je lance ça? Et en fait, eux, ils sont tellement des fois pris dans leur urgence que le fait que nous, on soit au courant et qu'on connaisse les prochaines étapes, on peut les anticiper. Et du coup, on va beaucoup plus vite dans la prise en charge et c'est vraiment optimal. Les compétences que j'ai acquises au Canada, je pense qu'ils ne sont pas reconnues en France car j'ai pas de diplôme enfin, ou de validation de ces acquis. C'est vraiment comme quand on est formé dans un service et voilà, c'est des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure et il n'y a rien en fait sur le papier qui dit que je sais faire ça. Par exemple, si là je vais travailler en salle de naissance,
personne va me laisser, m'occuper d'une patiente parce que je ne suis pas sage-femme. Donc je n'aurai pas le droit de faire tout ce que je sais faire. Par contre, imaginons, je vais en salle de naissance, pendant, quelques mois, quelques années et que je suis amie avec les sages-femmes, qu'elles me connaissent, qu'elles savent que je sais faire beaucoup plus de choses qu'une infirmière lambda. Là, je pense qu'elles me laisseraient faire. Mais c'est vrai que je ne peux pas arriver dans un service en disant: «Oh bah, je suis presque sage-femme, c'est bon, je peux faire tout comme une sage-femme». Donc non, malheureusement, c'est pas reconnu. C'est ça aussi qui fait que je ne retravaille pas en salle de naissance. J'ai vraiment peur, en fait, d'être frustrée d'être là, de pouvoir faire plein de choses, mais de pas avoir le droit de le faire. Donc voilà, je travaille pour l'instant en suite de couches, où je peux donner un peu mon expérience, parce qu'on est formé aussi à l'allaitement au Québec. On a des grosses formations allaitement et cetera qu'on n'a pas en France. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et ça, je peux mettre ça à profit en suite de couches. Les différences, au niveau des professionnels entre la France et le Québec, c'est globalement les mêmes. Il y a, comme partout dans tous les services, des médecins qui sont très proches des infirmières et d'autres qui ont un peu plus la grosse tête, on va dire. Donc ça, comme partout, peu importe le pays, ça ne change pas. En effet, par contre, je trouve qu'il y a une différence plutôt au niveau du management, des équipes, par rapport au chef, je parle, ou au cadre de service. Le management là-bas est beaucoup plus positif. On n'est pas là pour diviser les équipes, on n'est pas là pour rajouter des problèmes là où il y en a pas. Ils sont vraiment dans l'encouragement, dans le positif, dans: «Allez les filles, on va y arriver». Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, hein, on a passé une journée horrible en salle de naissance et avant de partir, notre AIC, donc c'est un peu en dessous la chef de service, c'est une chef d'équipe entre guillemets, mais juste pour notre quart à nous de travail. Elle nous dit: «Bah, bravo les filles, vous avez fait du super bon travail, félicitations, allez on se retrouve demain». Et c'est vrai qu'on était tous, dépités par notre journée et moi juste d'entendre ça, beh, c'était, je me suis dit: «Ah ouais, ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça». Et pareil, on avait une autre, ça c'était dans mon service de chirurgie thoracique. Tous les jours, il y avait notre AIC qui nous mettait un petit mot sur le tableau, une petite citation, une petite phrase, toute mignonne, motivante, enfin voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup au Canada, c'est que, c'est très positif dans leur management. Après, si je peux me permettre, un petit point négatif du coup, c'est que c'est assez hypocrite. Ils ont beaucoup peur du conflit et ils aiment pas que ils ont beaucoup de mal avec les Français parce que nous, on est assez frontal. Quand on a quelque chose à dire, on va le dire, on va se plaindre. Et souvent, c'est: «Oh bah, oui, oui, pas de problème, voilà, avec des grands sourires, on va régler ça» et cetera. Et puis, en fait, derrière, on comprend que, voilà, que les gens sont allés se plaindre de notre façon de parler ou de notre façon d'avoir dit les choses. Et voilà, on est un peu mal vu par rapport à ça. C'est que nous, on est très frontal alors qu'eux, c'est très, «Non, mais on va régler le problème, vous inquiétez pas, nin nin», alors qu'en fait, il se passe rien derrière. Donc voilà, ça c'est assez, ça ils sont assez connus malheureusement dans le management pour être, assez hypocrites. Par exemple, ils te disent, pas dans le milieu infirmier, mais dans d'autres milieux, ça je connais des amis qui on leur dit: «Oui, oui, tout va bien, votre travail est parfait» et puis, la semaine d'après, il y a la lettre de démission sur votre enfin, il y a la lettre de licenciement sur votre bureau. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, c'est un peu hypocrite des fois. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast.
Santé et sécurité, le podcast. Pour la qualité de vie au travail, je dirais que, en tant qu'infirmière, les mêmes problèmes malheureusement sont partout, que ça soit en France ou au Québec. Il manque du personnel au Québec aussi, c'est pour ça qu'ils recrutent, en France. On a le matériel, en tout cas au CHUM, au CHU de Montréal, on était très bien dotés, au niveau matériel. Par exemple, pendant le covid, on avait ah oui, parce qu'il y a eu une petite période aussi où j'ai été dans le service covid, pendant 6 mois environ pour aider. Et donc là, on avait des chambres individuelles avec un tensiomètre par chambre, un appareil à glycémie par chambre. Tout était relié à des câbles Ethernet pour que ça soit rentré directement dans l'ordinateur pour pas avoir de papier ou de choses à sortir de la chambre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc voilà, on a le matériel, on a tout, mais voilà, il manque du personnel. Je trouve qu'on est un peu vu comme des numéros aussi. Par exemple, quand on arrive, on a un poste, donc moi en chirurgie thoracique plastie, mais on n'a pas un poste fixe. Ça, on l'apprend après. C'est qu'on peut être déplacé comme on veut sur le pool. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme à des collègues, d'arriver le matin et qu'on me dise: «Ah bah non, on est trop aujourd'hui, on n'a pas besoin de toi, donc tu es envoyé dans un autre service». Mais ça peut être n'importe quel service. Par exemple, la chir neuro. La chir neuro, j'ai absolument aucune expérience. Je trouve ça super dangereux de mettre, une infirmière qui a aucune expérience en neuro, de mettre une infirmière, dans ce genre de service ou même en cardio ou même, enfin, je sais pas. Donc en fait, on est obligé de se plaindre et puis finalement de prendre un poste fixe pour éviter, cette balade entre les différents services. Donc ça, c'est le point négatif un peu, je trouve, c'est on est vite vu comme des numéros et on est vite vu aussi par juste notre ancienneté. Si on n'a pas beaucoup d'ancienneté, on n'a pas le droit à des postes qu'on veut. C'est très compliqué d'évoluer et ça, c'est les choses qui pourraient me dire qu'au final, on n'est pas forcément mieux au Canada qu'en France. La seule chose, qui varie au Canada, c'est le salaire. Forcément, on est un peu mieux payé, beaucoup mieux payé même. Donc ça, c'est valorisant, même si les Québécois trouvent qu'ils ne sont pas, c'est ça qui est drôle. Les Québécois, eux, se trouvent pas assez payés et sont toujours à la recherche d'être, toujours plus payés et toujours mieux payés. Donc après, c'est bien. Mais c'est vrai que nous, quand on arrive et qu'on déjà on trouve ça génial d'être payé autant, ben il y a cette petite différence aussi qui est drôle. Mais non, pas de différence majeure à part ça entre, la qualité de vie, en France et au Canada. Alors les différences, au niveau de la santé entre la France et le Québec, c'est assez, particulier. On se rend vraiment compte de tout ce qu'on a, la chance d'avoir en France quand on part là-bas. En effet, donc on a la sécurité sociale, donc la RAMQ là-bas au Québec, qui nous rembourse, les hospitalisations, les médicaments. Mais, déjà si on arrive avec différents permis de travail, ben, on n'a pas forcément le droit à cette sécurité sociale-là. Moi, j'ai eu le droit parce que j'étais avec mon permis de travail, temporaire. Mais sinon, au niveau, santé, donc par exemple, on va parler des dentistes, on a le droit avec notre mutuelle à un certain plafond, sauf que, bah, soigner une carie, ça coûte, 400 $. Donc forcément, si, le plafond de notre mutuelle, c'est 1 000 $, beh, voilà, 2 caries en un an, bah, c'est vite utilisé. Pareil, si jamais on a des soins plus lourds à faire. Donc finalement, il y a des choses remboursées, mais tu te rends compte que, pas tant que ça. Les lunettes, pareil. On a, des opticiens qui ont chacun leur ophtalmo. Donc on peut avoir rendez-vous super rapidement, mais pareil, c'est pas remboursé pour tout le monde et les lunettes ne sont pas remboursées non plus, si on n'a pas une bonne mutuelle derrière. Même pratiquement, pas de mutuelle rembourse. Par contre, ils remboursent beaucoup de choses, un peu invraisemblables du style, des séances de massage, parce que là-bas, c'est très, commun d'aller faire, des massages, au spa et cetera et donc souvent, on nous demande: «Est-ce que vous voulez une facture?» et en effet, c'est remboursé, par la sécurité sociale. Au niveau maladie mentale, ils sont très,
à cheval dessus aussi. Donc les séances psychologues sont remboursées pratiquement à 80. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, globalement, pour la sécurité sociale, il y a pas grand-chose de remboursé. Par exemple, j'ai des collègues, ils ont des appareils dentaires à mettre à leurs enfants. Il y a pratiquement rien de remboursé. Donc, c'est des 8 000 $ à payer en plusieurs fois comme ça, sur toute la prise en charge. Au niveau, des services de santé, il y a aussi les CLSC dans chaque quartier. Donc CLSC, c'est Centre local de services communautaires. C'est des centres, en fait, qui regroupent, des infirmières, des médecins, des assistantes sociales et en fait, ça permet, que chaque quartier ait un peu leur «poste de soins» entre guillemets. Donc ça permet d'avoir des hospitalisations beaucoup plus courtes. Par exemple, les femmes qui accouchent, elles restent, 24 à 48 heures parce que le CLSC, en fait, reprend le relais. C'est eux qui font, le suivi du poids de bébé, les examens, voir si la maman va bien, et cetera. Donc ça aide beaucoup. Ça peut être soit eux qui se déplacent à domicile, soit, la personne qui va, dans le centre. Pareil pour, les soins, en chirurgie. Si jamais il y a des pansements à faire, des soins et ben, on les rapproche de leur CLSC pour, que les soins soient faits par eux. Donc ça permet de vraiment raccourcir les temps de séjour à l'hôpital. Globalement, pour les différences entre la France et le Québec, c'est ça. Les pharmacies aussi, c'est assez particulier. Les pharmacies sont en libre service. Donc, par exemple, on a tout à disposition. Les Tylenol, enfin les Doliprane, même certains antibiotiques, des médicaments pour la toux. Enfin, tout est à disposition. On n'a pas besoin d'avoir d'ordonnance pour pas mal de choses. Donc, bien sûr, rien de très, très grave pour la santé si jamais les gens l'utilisent mal. Mais voilà, les pharmaciens sont vraiment, utilisés juste pour des médicaments sur ordonnance et là-bas, on ne délivre pas de boîtes de médicaments. On donne des petits pots, enfin les pharmacies préparent ça. C'est des petits pots avec, pile le nombre de comprimés qu'il faut pour, le traitement. Donc ça, je trouve ça génial, ça évite, les gaspillages et puis, les médicaments, pas utilisés et jetés ou gardés dans la pharmacie pendant, X années. Une petite histoire drôle, c'est en plastie. En plastie, donc en réimplantation digitale, pour faire saigner les plaies et rester toujours irrigué et bien vascularisé, on utilise les sangsues. Donc au début, moi, quand on me dit sangsues, je fais OK, ça doit être un nom pour un produit ou un truc. Et non, non, on avait un aquarium à sangsues où on allait récupérer la petite sangsue et puis on mettait ça sur la cicatrice. Et en fait, elles boivent, elles boivent, elles boivent, elles se remplissent de sang et en fait, en effet, ça fait saigner et revasculariser, le doigt et après, en fait, on les enlève. Enfin, elles tombent dans le lit quand elles sont repues, on va dire et on les met dans un cimetière à sangsues. Donc c'est un gros bol avec, plein de produits, chimiques pour les tuer malheureusement et voilà. Donc ça, c'est un peu, particulier. Je sais que ça existe un peu, en France apparemment dans certains endroits. Il y a des infirmières qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vu. Mais ça, c'était assez surprenant. Ensuite, en salle de naissance, ce qui était particulier, c'est, les accouchements rapides. Donc, par exemple, une femme qui est arrivée, comme là, comme moi là, par exemple, tranquille, sans trop de douleur. Elle dit: «Oh bah, j'ai une petite contraction, ça va, ça vient, ça part» et puis là, tout d'un coup, donc nous, on l'installe sans se presser et puis tout d'un coup, elle se met à hurler, mais à hurler comme une femme qui accouche, en fait et donc on l'examine et en effet, la tête était là, enfin, elle était en train d'accoucher et on s'est dit: «Mais c'est impressionnant, il y a 15 minutes, elle était, comme vous et moi et puis hop, 10 minutes après, elle s'est mise à hurler et puis bébé arrivait». Donc ça, c'était une patiente qui avait déjà eu, 4 enfants, il me semble. Donc souvent, ça descend vite quand il y a eu plusieurs, enfants. Donc voilà, les petites anecdotes, drôles et puis bien sûr, en salle d'accouchement, toujours des patientes qui accouchent, dans le bain ou qui accouchent sur les toilettes, enfin voilà, ça c'est
les petites urgences de l'accouchement. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Je pense que cette expérience infirmière au Canada est quelque chose qui doit être fait si c'est votre souhait. C'est quelque chose qui est super intéressant, autant pro que perso, comme vous avez pu l'entendre. Et je pense qu'il y a vraiment pas de quoi hésiter si c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos envies ou si c'est votre projet. Après, il faut avoir conscience que la vie n'est pas forcément mieux ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme on dit. Et que voilà, chaque pays a ses points négatifs et ses points positifs. Il faut juste être prêt à les accepter. Ça, c'est vous qui pouvez savoir si ça vous convient ou pas. Par contre, la petite chose que je ferais maintenant à l'avenir, si jamais je voudrais me réexpatrier quelque part, c'est d'aller visiter le pays avant. Je pense que je ne referai pas une expatriation sans du tout connaître la ville. Je pense que c'est quand même important d'y aller avant pour voir si ça vous va, si ça vous plaît, si vous vous sentez à l'aise avec je sais pas moi, par exemple, là pour le Canada, avec les Québécois, avec leur façon d'être. Ça peut être intéressant d'aller voir en vacances avant de s'expatrier. Le conseil que je pourrais donner pour exercer au Canada et y vivre, je dirais ne pas comparer avec la France devant les Québécois. Ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment vu la différence de traitement entre des infirmières, par exemple, qui venaient et qui disaient: «Oh bah, nous en France, on fait ça comme ci, on fait ça comme ça. Oh bah, nous en France, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça». Et en fait, ça les énerve beaucoup. Et souvent, on est mal vu quand on fait ça. Parce que dans leur tête, ils se disent: «Bah écoute, si c'est mieux en France, retourne dans ton pays». Et donc moi, c'est vrai que ça, on me l'avait dit. Donc je suis arrivée et puis je comparais rien. Bon, bien sûr, je comparais des petites choses pour rigoler avec eux, mais pas dans le négatif. Et j'ai vraiment vu la différence de traitement avec une infirmière qui arrivait un peu après moi, qui, elle, critiquait tout. Et elle était assez critiquée du coup par les Québécois, bien sûr en privé toujours, parce qu'ils disent rien en face. Mais voilà, ouais. Ne pas comparer la France et le Québec devant les Québécois en tout cas. Ne pas penser aussi que c'est pas parce qu'on arrive que tout nous est dû et que on a le droit à plein de choses comme eux, etc. Il faut faire sa place, il faut faire ses preuves. Et là-bas, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un pays où ils font attention au diplôme, bien sûr, mais par exemple, je dis n'importe quoi, si on arrive en tant que barmaid et qu'on veut monter les échelons pour être manager, ils nous laissent la chance. Voilà, ils disent: «Bah écoute, on te met à l'essai, il y a pas de problème, par contre là-bas, tu peux être licencié très rapidement aussi». Il y a pas de protection au niveau de l'emploi comme en France. Donc voilà, ils te laissent ta chance, mais si ça va pas, tu peux être licencié la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être super intéressant, pour évoluer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à évoluer très loin, grâce à ce pays et à l'expatriation. Les conseils au niveau administratif, pour l'expatriation, je dirais surtout vous y prendre, à l'avance car, tout peut être très long.
autant pour les permis pour venir au Canada que pour les reconduire lors d'un séjour. Par exemple, moi, j'ai dû faire ma résidence permanente parce que je pensais rester plus de 3 ans. Et donc, c'est des démarches qui sont très longues. Et pour pas risquer de se retrouver sans permis de travail, il faut vraiment prendre ça en compte, anticiper, se faire des listes, des choses qui sont importantes à faire et à avoir comme par exemple les petits formulaires pour la CPAM. Comme ça permet d'être ça permet d'être tout de suite protégé par la sécurité sociale. Et pareil pour le retour. Pareil pour le retour en France, on peut faire ça dans l'autre sens. On peut demander un papier à la sécurité sociale québécoise pour être tout de suite protégé par la sécurité sociale française. Et donc voilà, ça c'est des petites choses à penser. Il faut se faire une petite liste et checker tout ce que vous avez fait, tout ce qui reste à faire. Et surtout, être patient. C'est une chose que je vois beaucoup sur les groupes d'expatriation. Les gens qui écrivent toutes les semaines en disant j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour. Il faut vraiment se dire on lance les papiers, on lance tout, on ferme l'ordi, et puis vous vous attendez pas à avoir de réponse avant plusieurs mois en fait. Vous allez vivre votre vie, vous pensez plus à ça. Et puis un beau matin, vous vous levez, vous avez vos papiers dans votre mail, et là, c'est bon, c'est parti. Mais je vois trop de gens impatients qui pensent qu'à ça, qui cherchent que ça, qui sont hyper stressés par tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment être cool sur tous les papiers d'immigration parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, pour avoir des informations sur l'expatriation, ça marche beaucoup par Facebook. Facebook, il y a beaucoup de groupes d'expatriation. Donc là, je pense notamment, moi, à mon groupe d'expatriés Retour en France. Donc ça, c'est celui où j'étais pour mon retour en France, qui a été vraiment aidant pour toutes les démarches à faire avant de rentrer en France, que je peux faire en amont, etc. Et après, il y a d'autres groupes. Par exemple, il y a le groupe d'infirmières à Montréal, qui ça, pareil, aide beaucoup. Souvent, les hôpitaux au Canada ont leur propre groupe Facebook. Donc, par exemple, le CHU de Montréal a son groupe Facebook avec les infirmières qui peuvent poser des questions. Par exemple, voilà, j'arrive au CHU telle date, dans tel service. Est-ce qu'il y a d'autres infirmières qui y travaillent? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils, etc. Ça marche quand même plutôt bien. Et ensuite, il y a beaucoup de groupes pour les logements. Pour les logements, n'hésitez pas à aller aussi sur des groupes style location Montréal, location quartier, et puis vous mettez votre quartier, par exemple quartier Mont-Royal, quartier Hochelaga, etc., des choses comme ça. Location, ça marche beaucoup pour ça. Et Marketplace. Marketplace aussi pour les locations. Et globalement, c'est tout, hein. Je me suis pas mal... Facebook marche bien au Canada pour tout ce qui est conseils, aide, les groupes de revente aussi. Il y a pas mal de groupes de revente de meubles, etc. si jamais vous avez besoin de vous meubler. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast. Pour le bilan des 3 ans au Canada, je dirais que ça a été une expérience hyper enrichissante. J'ai pu m'adapter à différents services, différentes situations. Donc je trouve que niveau adaptation, ça c'est un vrai plus pour ma vie après future. Ensuite, je dirais aussi que
Ça a été intéressant dans le sens où, on sort de notre zone de confort pour presque tout. Donc partir à l'étranger, recréer une vie là-bas, rencontrer des gens, parce que forcément on est toute seule, on n'a pas de famille. Donc il faut sortir, il faut aller vers les autres, faire des choses. Ça a permis aussi de voyager. J'ai pu faire le Mexique, Boston, et Washington. Donc c'est des choses qui sont à rajouter en plus dans l'expérience. Ma famille a pu venir découvrir le Canada, donc c'était chouette. La seule chose qui a un peu gâché l'aventure, c'est sûr que c'est le Covid, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais donc je suis arrivée en juillet 2020. Ils avaient rouvert un petit peu la vie de tous les jours, donc les bars, les restos, même si c'était très limité. Sauf qu'en fait, en octobre, tout a été refermé jusqu'à presque mars. Donc forcément, ma première année a été un peu difficile. Mais après, tout a rouvert et c'est génial. C'est que en fait, même pendant la période de Covid, ils autorisaient les sorties à l'extérieur. Donc on avait le droit d'aller skier, d'aller se balader, d'aller faire du patin à glace. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est ce côté travail et vie perso. Donc en fait, le travail, c'était intéressant, mais la vie perso, c'était aussi super chouette parce que on a les lacs, les forêts, des randos qui sont disponibles à 30 minutes minimum. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, mais on a plein de choses qui sont disponibles rapidement. Des stations de ski. Alors, c'est pas les stations de ski des Alpes, mais c'est les petites montagnes qui nous permettent de faire quelques descentes. Et voilà, l'hiver est très appréciable si on sait comment s'occuper. Il faut pas rester à se morfondre tout l'hiver, sinon ça paraît très très long. Mais c'est magique, c'est les décors de films de Noël, c'est tout ce qu'on voit depuis dans les films. Le côté aussi positif, c'est la nature. La nature, c'est une partie importante au Canada. J'ai pu faire aussi l'Alberta. Donc l'Alberta, c'est à plusieurs heures de route de Montréal. C'est pareil, des lacs, des montagnes. C'est vraiment très beau. En fait, c'est ça, c'est le côté nature qui me manquait un peu en région parisienne que j'ai redécouvert au Canada. Et ça, j'ai envie de le garder maintenant. C'est pour ça que je réfléchis à sûrement quitter la région parisienne pour une région un peu plus nature où j'ai une grosse ville pas loin, mais voilà, je peux être en nature assez rapidement avec soit la mer, soit des lacs. Et c'est quelque chose qui permet en fait de ralentir. Ça, j'ai vraiment vu la différence à Montréal. Même à Montréal, en pleine ville, on est vraiment moins pressé qu'à Paris. Pour la petite histoire, à chaque fois que je rentre en France, ma mère et ma sœur marchent presque 10 mètres devant moi parce que eux, c'est leur façon de marcher, ils marchent vite, alors que moi, je suis 10 mètres derrière et je fais, mais vous marchez super vite. Moi, je suis pas. Enfin, j'ai vraiment perdu ce côté courir dans les transports, courir dans le métro. Par exemple, le bus, il arrive, je cours plus derrière les bus et les métros. Et ça, c'est quelque chose que avant, ça faisait partie de ma vie de parisienne, vu que j'ai toujours pris les transports pour aller à l'école sur Paris, pour aller travailler. Donc ça fait partie d'un quotidien que beaucoup de gens ont en région parisienne et que j'ai complètement perdu à Montréal. Donc ça, je suis contente de pouvoir avoir fait attention à ça à mon retour, en tout cas. Et ensuite, ça a été riche aussi en rencontres et en introspection sur moi-même. Parce que forcément, il y a des amitiés qui vont, qui viennent, qui se finissent. Et en fait, on se remet en cause, on réfléchit sur nous-mêmes, sur notre façon d'être. Et je pense que j'ai grandi, j'ai évolué aussi sur tous les plans. Je pense que ça a été vraiment intéressant sur le plan autant perso que pro. Ma pratique infirmière a, je pense, pas trop évolué. Peut-être que la seule différence, je dirais, c'est le côté examen clinique de mon patient. Par exemple, c'est sûr que maintenant, j'ai ce réflexe d'aller un peu plus regarder au niveau de l'abdomen,
d'aller ausculter, les poumons, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas de stéthoscope, souvent disponible en France. Mais voilà, j'ai ce côté un peu plus global du patient que j'avais peut-être un peu moins en France. Et que ça, je suis contente de l'avoir et de le garder. Puis bien sûr, il y a des compétences que ça, je garderai toute ma vie. Par exemple, voilà, je suis capable d'ausculter, des poumons, de faire une auscultation abdos aussi, auscultation cardiaque. Et ça, c'est vraiment des compétences en plus que je peux mettre à disposition si, un patient va pas bien et que je dois, mettre en place des choses. Je suis un peu plus autonome aussi, je dirais. Même si au Canada, c'est très encadré, on n'a pas le droit de faire grand-chose, sans l'accord d'un médecin. Par exemple, pour la petite histoire, j'ai, un patient qui était en globe, donc ça veut dire qu'il n'arrivait pas à vider sa vessie. Donc je lui fais une échographie pour vérifier que sa vessie, soit pas trop pleine et en effet, il y avait, presque 800 cc. Donc 800 cc, c'est, quelque chose qu'il faut vider rapidement parce que sinon ça peut, être, grave. Donc moi, je lui fais, son cathéter, urinaire, donc on met une petite sonde urinaire, on évacue l'urine et c'est fini. Et donc je dis ça à ma chef, donc l'AIC, je dis ça à ma chef et elle me dit: «Oh, mais est-ce que tu as demandé à un médecin? Est-ce que tu as eu l'ordonnance d'un médecin?» et cetera. Je fais: «Bah non, la vessie était en globe, c'est une urgence, enfin moi je vide la vessie». Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui était, qu'on faisait en tout cas en France, si la vessie était pleine, on faisait un cathéter, il y avait aucun problème. Et ici, voilà, au Canada, on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait demander pour tout, tout, tout. Donc, bizarrement, ça m'a quand même aussi appris à être autonome dans le sens où certains médecins sont pas trop dispo pour, nous donner des solutions. Par exemple, souvent ils nous disent: «Oh bah, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour, X problème?» Donc, on est obligé de trouver, des choses à proposer et donc ça nous permet de réfléchir, de faire des liens entre la pathologie et la clinique et de pouvoir, mettre des choses en place. Bien sûr, avec l'accord du médecin au Canada et donc en France, j'ai vraiment remarqué là, parce que ça fait un mois que je travaille environ, j'ai vraiment remarqué que je suis plus, autonome et que, j'arrive à faire du coup, ces liens entre la clinique et la pathologie beaucoup plus facilement et donc voilà, je peux proposer rapidement au chirurgien: «Ah bah, voilà, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ci?» et donc le chirurgien il dit: «Ah bah, oui, oui, bien sûr, faites-le», parce que souvent c'est drôle parce que, souvent c'est drôle, les chirurgiens, ils savent, ils opèrent, ils ont quand même des connaissances, mais pour certains problèmes, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus, qu'ils nous disent: «Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour ça?» OK, bon, non, je sais pas trop, donc nous, on propose, on dit: «Bah, est-ce que vous voulez que, je sais pas, je lance, de la vitamine B1, B6, par exemple, pour quelqu'un qui a un syndrome un peu alcoolique ou mettre ça dans le soluté ou faire venir l'anesthésiste pour mettre en place des choses?» Et elle me dit: «Ah bah, oui, 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 c'est une bonne idée». Enfin, des fois, on a l'impression qu'ils ont pas si ça dépasse leur, spécialité, donc la chirurgie, la cicatrice, la complication, voilà, ils sont un peu perturbés, on va dire. Donc ça, c'est vraiment, des choses qui sont un plus dans ma pratique infirmière, je pense. Il y a aussi, du côté suite de couche, parce que ça, c'est mon deuxième poste aussi principal. Je peux donc ça, c'est les femmes qui ont accouché, qui sont avec leur bébé et le fait d'avoir été formée, au Canada sur, l'allaitement, sur les différentes pratiques au niveau des accouchements, je peux, les aider, les accompagner dans, l'allaitement. Par exemple, alors c'est sûr qu'ici, on a les auxiliaires de puériculture. Donc elles sont vraiment dédiées à l'allaitement et tout ce qui est bébé, donc c'est leur rôle à elles. Mais je sais que, si jamais les mamans peuvent me poser des enfin si jamais les mamans me posent des questions, je peux, leur répondre et apporter aussi moi mes connaissances. Et aussi la petite chose qui m'a fait plaisir, récemment, c'est une patiente qui revient de son accouchement, complètement, en pleurs alors que sur le papier l'accouchement s'était super bien passé, sans épidural, c'était son souhait, bon une petite déchirure mais rien de bien grave et puis je la retrouve en pleurs dans sa chambre, en me disant que ça va pas, qu'elle est super inquiète, que l'accouchement a été difficile. Donc je comprends pas trop parce que pour moi, tout avait l'air d'aller super bien, en tout cas sur le papier quand on m'a fait les transmissions. Et en fait, en discutant avec elle, on se rend compte que, il y a plein de choses en fait qu'elle a pas compris et ça a été tellement vite que ça l'a perturbée et en fait, je me suis assise près d'elle et j'ai repris tout le déroulement de l'accouchement de A à Z avec la naissance de bébé aussi et en fait, mes connaissances en salle de naissance,
en France et au Canada m'ont permis de pouvoir la rassurer, de lui expliquer en fait, le pourquoi du comment de chaque étape et donc là, elle était vraiment mieux et puis elle m'a remerciée, toute la journée après à chaque fois que j'allais la voir et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on a tendance à entendre des discours d'accouchement qui malheureusement, sont pas toujours, positifs et je trouve que ça se passerait beaucoup mieux si on arrive à leur expliquer rapidement, tout de suite à chaud après l'accouchement, tout ce qui s'est passé, pourquoi, comment, pourquoi par exemple bébé, elle a été très inquiète parce que quand on a mis le bébé sur elle, elle a pas pleuré. Donc je lui dis: «Mais est-ce qu'on l'a emmenée? Est-ce qu'on lui a fait une réanimation?» Elle dit: «Non, non, au bout de 2-3 minutes, elle a pleuré». Donc je lui ai expliqué, bah, que, c'était normal quand un bébé arrivait très vite comme ça, beh, il pleurait pas tout de suite, il lui fallait un peu de temps. Et donc elle était vraiment rassurée et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, bah, voilà, j'y réfléchis de plus en plus en ce moment, c'est de me spécialiser un petit peu dans la périnatalité pour justement accompagner, des patientes, qui ont eu des accouchements, difficiles ou pas. Mais voilà, pouvoir discuter de tout ça et ne pas rester sur des mauvaises appréhensions ou sur une inquiétude qui finalement, beh, là, en juste, allez, peut-être 10 minutes de discussion, tout a été, réglé et elle a super bien vécu sur le reste de son postpartum. Donc voilà, tout ça me donne des pistes pour le futur. Je réfléchis aussi un peu à peut-être la passerelle, sage-femme, parce qu'en fait là pour le coup, en faisant une lettre de motivation, avec tout ce que j'ai comme expérience, je peux, presque passer en troisième année normalement, directement. Donc ça me permettrait de faire, que 3 ans sur les 5. Donc voilà, c'est un projet ça qui est dans ma tête. Je ne sais pas si ça sera réalisé ou pas, mais voilà, ça et puis, sinon rester infirmière en périnatalité. C'est les 2 projets, pour la suite. Mon retour en France, donc ça a été le 10 juin 2023. Donc ça, c'était assez, particulier. Au boulot, quand j'ai quitté le travail, ça a été, super difficile. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le dernier jour, c'était trop dur, vraiment, compliqué. Vraiment, j'ai passé les portes, du CHUM et je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, je les passerai plus jamais», donc voilà, je me suis mise à pleurer et après j'ai passé environ 15 jours, sans travailler et pour faire mes valises, vendre mes choses et cetera et bah, ça a été. J'ai vu mes amis, j'ai fait des choses, j'ai visité, des endroits que j'aimais bien et puis là, donc arrive le jour du départ. Donc j'ai une amie qui m'accompagne, à l'aéroport, donc j'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, pareil, ça va être encore, des pleurs, un départ et en fait, j'ai fermé la porte de mon appartement. J'étais genre trop contente. Je je me suis dit en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de voir ma famille. Donc heu, bah, j'ai fermé la porte de mon appart, j'ai mis mes valises dans la voiture et puis, bah, même pas une once de tristesse et puis, donc mon amie m'accompagne, à l'aéroport, on passe les bagages, on elle m'accompagne au niveau de la sécurité et puis, bah, pareil, juste contente en fait de se dire au revoir. Hem Ouais, contente. C'est vraiment ce sentiment de, bah, c'est bon, je suis sereine avec cette décision. En plus, il y avait plusieurs petits signes qui me disaient que, c'était la bonne chose à faire de rentrer et ouais, vraiment, sereine avec la décision. Donc je pense que ça a vraiment beaucoup aidé à ce que tout se passe bien. Il y a eu juste un petit moment de mou, dans l'avion. Donc je pensais justement en décollant que c'est là où j'allais me rendre compte. Mais non, en fait, c'est arrivé en plein milieu du vol. J'étais en train de manger, je regarde par la fenêtre et puis là, je me dis: «Bon, bah, ça y est, je rentre pour de vrai». Donc là, c'était un peu difficile aussi et après donc bah, j'ai ma famille toute ma famille est venue me chercher. Il y a même mon père qui a fait la route, de Rouen pour venir me chercher et donc bah, là, pareil, trop contente de les voir et cetera. Et le premier mois, j'ai eu l'impression que, j'avais jamais vécu au Canada. Vraiment, ce côté où, je reprends juste ma vie, d'avant. En plus, j'habite chez mes parents, donc j'ai vraiment comme l'impression il y a encore mon petit frère et ma petite sœur.
Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir juste, repris ma vie d'avant et de jamais avoir habité au Canada. Ce qui me rappelle, ma vie au Canada, bah, c'est forcément mes amis, avec leurs stories et cetera sur Instagram où je vois, Montréal, leurs visites et tout. Mais ouais, c'est assez perturbant. On se dit, «Mais pourquoi j'ai cette sensation-là?» Et en fait, en discutant avec, d'autres expatriés, bah, eux aussi ont cette sensation-là. Donc je me dis: «Bon, ça va, je suis pas, si bizarre que ça». Donc voilà, le retour, donc là, ça fait 1 mois que je travaille et je pense que j'arrive doucement dans la phase un peu, parce qu'il y a un peu des phases un peu comme le deuil. Heu, c'est, la phase, lune de miel où on est trop contente. Par exemple, j'ai redécouvert Paris, j'étais émerveillée. Je me dis: «Oh mais c'est trop beau», quand je suis allée voir une amie, bah, je trouvais trop beau, tout son environnement autour d'elle. Enfin, c'est vraiment, on redécouvre notre pays et là, je suis un peu dans la phase où beh, je suis perdue, je sais pas où je veux vivre, je sais pas si je veux continuer infirmière, je, je me pose beaucoup de questions et ça, voilà, on est un peu dans la phase descendante là où la lune de miel est passée et c'est un peu plus dur. Mais voilà, il suffit juste que je retrouve un peu où je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire et puis, ça ira mieux après. Santé et sécurité, le podcast. Santé et sécurité, le podcast.